Chapitre 36. Yvon n'attendit pas que le piège se referme sur lui. Il sentit le moment où une pièce bascule. Le regard d'un homme en uniforme venait de cesser d'être celui d'un policier. Il devenait celui d'un juge improvisé, sans loi, sans recul et sans lendemain. À cet instant, Yvon comprit que le narrateur n'était plus la menace immédiate dans l'entrepôt. Ce qui menaçait vraiment, c'était la police elle-même, ou plutôt ce qu'elle devenait lorsqu'elle perdait ses limites. Poutine vint se placer contre sa jambe, sans panique. Le berger hollandais se positionnait comme un membre d'équipe sans droit à l'erreur. Il ne courut pas, un mouvement brusque déclenche toujours une réaction brutale chez les hommes déjà en colère. Il voulait sortir comme une ombre, pas ressembler à un suspect qui fuit. Mais le haut gradé lança déjà son ordre. Personne ne sort. Ce n'était pas un ordre officiel, seulement une explosion de rage sortit de sa gorge comme un réflexe. Un homme bloqua l'accès principal. Un autre regarda la porte latérale trop tard. Yvon remarqua l'erreur immédiatement. Ils n'étaient pas une unité coordonnée. Ils étaient 4 hommes tendus, mal placés, portés par la colère plutôt que par une stratégie. Ils formaient un barrage humain, pas un dispositif. Yvon profita du vide. Il glissa vers la sortie latérale avec un pas contrôlé. Poutine suivit dans son angle mort, silencieux comme un second corps. Dehors, l'air froid de la zone industrielle le frappa au visage. Les lampadaires pâlissaient les murs gris et les clôtures métalliques. Une voiture démarra derrière lui. Yvon ne se retourna pas. Il continua d'avancer, puis accéléra progressivement, non pas comme un fuyard, mais comme un homme qui refuse de mourir dans un chapitre écrit pour quelqu'un d'autre. Poutine resta au même rythme, ses oreilles captant ce que Yvon ne pouvait pas regarder. Pendant que Yvon disparaissait entre les bâtiments, le haut gradé commit l'erreur suivante. Il désobéit encore. Il avait reçu 2 limites claires. Ne pas toucher à Yvon et cesser d'agir sous la colère. Il brisa les 2 en même temps. Il voulut faire arrêter Yvon immédiatement. Puis il ordonna de maintenir l'opération illégale, comme si sa douleur personnelle pouvait devenir une loi. Le narrateur ne réagit pas avec émotion. Il appliqua sa logique. Le téléphone personnel du haut gradé vibra dans l'entrepôt. Il décrocha avec le souffle court. La voix revint, parfaitement calme. Elle rappela qu'il y avait eu 2 limites, puis 2 désobéissances. Une faute commise sous la colère restait une faute, mais une faute répétée volontairement devenait autre chose, une démonstration. Alors la sanction ne serait pas seulement mortelle. Elle serait familiale. 6 conséquences allaient tomber dans son sang, ses alliances, et les gens qui avaient profité de son nom, de son autorité ou de son silence. 3 morts et 3 vies encore debout, mais détruites assez profondément pour ne jamais redevenir les mêmes. Le haut gradé tenta de crier et de promettre la guerre. La voix resta douce. Elle lui rappela qu'en attaquant, il ne faisait que lui donner plus d'espace. Puis elle ajouta qu'il avait voulu protéger son pouvoir avec une opération illégale. Sa famille allait apprendre ce que coûte une autorité sans loi. La ligne coupa. Dans l'heure qui suivit, les appels arrivèrent par vagues, comme une série préparée. Le premier mort fut un frère cadet du haut gradé, un homme que la famille décrivait comme fragile pour éviter de le décrire comme dangereux. Pendant des années, il avait vidé les comptes d'un parent âgé en parlant de procuration et de soins nécessaires. Quand la vieille dame avait voulu reprendre le contrôle, on l'avait fait passer pour confuse. On le retrouva dans son salon, avec les relevés bancaires étalés sur la table et un carré noir posé sur la procuration. Le deuxième mort était une tante par alliance, longtemps respectée parce qu'elle connaissait les histoires qu'il fallait garder fermées. Elle avait convaincu une adolescente enceinte de quitter le village, des années plus tôt, pour protéger le nom d'un homme marié du clan. Elle avait appelé ça éviter un scandale. Le narrateur appela ça effacer une vie. On la retrouva près d'une vieille valise ouverte, avec une lettre jamais envoyée coincée dans la doublure. Le troisième mort était un cousin éloigné, propriétaire d'un petit commerce utile parce qu'il dépannait tout le monde et posait peu de questions. Il avait servi de prête-nom pour acheter des véhicules et transporter de l'argent qui ne devait jamais passer par les comptes officiels de la famille. Son corps fut retrouvé dans l'arrière-boutique, près d'un vieux registre écrit à la main puis oublié par arrogance.
Les 3 autres ne tombèrent pas physiquement, mais le narrateur prouva encore qu'une existence peut être détruite sans qu'un corps tombe. La première conséquence frappa une demi-sœur du haut gradé. Elle dirigeait une résidence privée pour aînés. Les preuves montrèrent qu'elle avait déplacé des résidents dérangeants vers des chambres moins surveillées pour protéger la réputation de l'établissement et les revenus de la famille. Les familles reçurent les notes internes. Les journalistes reçurent les photos. Avant la nuit, sa façade de bienveillance était devenue une accusation publique. La deuxième conséquence toucha un gendre entrepreneur en déneigement et en excavation. Il avait enfoui des matériaux contaminés sur une terre familiale en sachant que l'eau d'un voisin passait plus bas. Les analyses, les factures et les messages furent envoyés aux autorités, aux médias et aux voisins concernés. Il resta vivant, mais son entreprise, son mariage et son nom tombèrent dans le même trou que ce qu'il avait enterré. La dernière conséquence frappa une cousine plus jeune, travailleuse dans un organisme d'aide locale. Elle avait utilisé les confidences de femmes vulnérables comme monnaie d'échange familiale. Une adresse transmise ici, une peur répétée là. Le narrateur envoya les captures d'écran aux femmes concernées, au conseil d'administration et aux médias régionaux. Elle ne fut pas morte, mais tout ce qu'elle appelait aider les autres venait de perdre son masque. 6 conséquences, 3 morts, 3 destructions. Pas des inconnus. Pas des policiers pris au hasard. Des proches, des adultes, des gens du cercle familial qui avaient accepté, utilisé ou protégé les avantages du nom. La désobéissance avait une famille. Yvon apprit les nouvelles par fragments, dans une ruelle où le vent passait entre 2 murs de briques. Son contact énumérait seulement les liens, comme quelqu'un qui n'avait plus la force de mettre de l'émotion dans les mots. Un frère, une tante par alliance, un cousin, une demi-sœur, un gendre, une cousine. Il comprit que le haut gradé venait de devenir une bombe humaine. Trop brisé pour rester rationnel. Trop puissant pour être ignoré. Poutine resta près de lui, attentif à chaque moteur, à chaque pas, à chaque vibration dans la nuit. Yvon posa une main sur son cou, juste assez longtemps pour sentir qu'ils étaient encore là. Le narrateur venait de prouver que les familles du pouvoir n'étaient pas seulement autour du système. Elles étaient parfois le système en miniature. Le haut gradé avait voulu désobéir comme un chef. Il venait d'être puni comme un homme. Parce qu'à chaque désobéissance, le livre devenait plus cohérent. Et plus réel.